Bonsoir à toutes et tous. Rapidement, avant d'arriver sur Mona, il y a une petite histoire que je dois vous raconter. Scientifiquement, je ne serais pas là ce soir si en mai 2018, Jean-Pierre Sainton ne m'avait pas ouvert la porte de son bureau. Demain, ça va faire 1 mois qu'il nous a quittés. J'ai perdu un père de recherche et j'espère vraiment du fond du cœur lui faire honneur et faire honneur à ses 50 années de travaux scientifiques. Jean-Pierre Sainton est l'un des plus grands historiens de la Caraïbe, l'un des plus grands historiens spécialisés sur les questions de l'histoire coloniale, sociale, culturelle, française dans la Caraïbe. Malheureusement, je pense que vous n'avez pas eu tous et toutes la chance de l'entendre, mais j'espère qu'à travers nos travaux, les miens, ceux de Zaka et puis d'autres de ses étudiants, vous pourrez entendre une partie de sa voix. Donc ce soir, je lui dédie cette première conférence que je fais après son départ qui m'a déchiré, parce qu'il n'y a pas d'autre mot qui m'a vraiment déchiré le cœur. Voilà. Je vais rendre hommage à travers cette communication à Eugène Mona. Il faut savoir que ma thèse, comme le disait M. Baratini, porte sur les musiques et les mémoires de l'esclavage dans la Martinique et la Guadeloupe des années 1956 à 1998. Pour que vous compreniez un peu ce que je fais, quand j'ai commencé ma thèse, pendant 2 ans, j'ai cherché toutes les œuvres musicales, et j'insiste bien sur œuvres musicales parce qu'il n'y a pas que des chansons. On a par exemple l'opéra triangulaire d'Henri Guédon, on a par exemple un ordinaire de Metz, voilà, qui font référence de manière directe ou indirecte à l'esclavage. L'idée était de voir, bon j'avais déjà ma petite idée, mais l'idée était de voir, je me sens trop... Non mais t'as tout réglé. Non, c'est pas grave? Ok, merci. Je me sens... Je vous vois pas. Voilà. Je suis désolé, le groupe, on m'a demandé de faire passer un message. Il y a une forme de Venise immatriculée CS 588 AX qui gêne. Voilà, c'est le... Ok. Oui, c'est sympa. Ça me permet de... Alors, je vous disais, oui, là, c'est mieux. Donc, ce que je vous disais, c'est que l'idée de cette thèse, c'est à la fois de montrer qu'on parle d'esclavage en musique, d'accord, de façon directe ou indirecte, mais surtout d'utiliser les œuvres des artistes comme des sources. Vous savez, quand on fait de l'histoire, on va utiliser la presse, on va utiliser des actes notariés, on va aller aux archives, on va fouiller. Certains d'entre vous connaissent l'exercice, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, il y a des grands cartons, on fouille, on dépouille, on lit, on scanne ou on photographie. À une époque, on recopiait. Voilà, l'époque de M. Sainton d'ailleurs. Ça faisait l'objet de beaucoup de discussions entre nous. Et en fait, voilà, on fait ce travail où on voit ce que ça raconte à travers des documents. Ça, c'est les archives traditionnelles. Moi, mon travail de recherche, il comprend des archives traditionnelles, mais mes premières archives et mes premières sources, ce sont les œuvres musicales de nos artistes. Ce qui veut dire les musiques, les chansons. Donc, je vais relever les paroles, je vais analyser la musique, je vais chercher à traduire ce qu'ils ont fait musicalement avec une analyse, d'accord? Mais je vais m'intéresser au contexte de production des œuvres. Donc je vais m'intéresser d'abord à la vie de l'artiste. Qui est-il? D'où vient-il? Comment évolue-t-il? Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il parle de ce dont il parle? Pourquoi Eugène Mona nous parle de ces thématiques-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Quel est son rapport à l'esclavage? Quel est son rapport à cette histoire? Et comment il choisit d'en parler de façon directe ou indirecte? Parce qu'il y a des chansons qui en parlent, par exemple, dans le corpus, j'ai une chanson qui est La prière de l'esclave de Daniel Forestal, 1956. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait depuis 100 ans attaché à ma peine. Voilà, on a cet esclave qui implore le ciel de le libérer de sa condition. Ok? Donc ça, c'est direct, il n'y a pas de doute sur le sujet. Et puis, il y a d'autres chansons qui ne parlent pas d'esclavage, mais qui le mentionnent. Par exemple, il y a une chanson d'A Perfecta qui dit « Les esclaves commençaient, nous pas continuer ». Ils racontent juste qu'ils vont en soirée. C'est pas... Vous voyez,
Donc ce n'est pas une thématique qui est directe, mais pourtant, le fait de le mentionner, ça signifie quelque chose. Ça fait quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes toujours avec moi? Ok, super. Ce qui fait en fait que dans cet exercice et dans le fait d'être doctorante, il y a un certain nombre de prérequis. D'accord? Donc on suit des formations et on nous demande, au cours de notre doctorat, de présenter notre travail dans un cadre académique et universitaire très sérieux, très collimonté et tout ça. Et en fait, l'année dernière, à la même période, il y avait l'appel à contribution de la Société d'histoire coloniale française. Vous savez qu'il y a des sociétés qui regroupent des personnes qui travaillent sur des thématiques précises. Là, c'est des historiens et des historiennes qui sont spécialistes du fait colonial français. Le fait colonial français touche toute la planète. Pour ceux qui ne le savaient pas. Ok? Donc, on a des historiens et des historiennes qui travaillent sur l'Inde, qui travaillent sur l'Algérie, qui travaillent sur la Martinique, sur la Guadeloupe, etc. Et c'est dans ce cadre que j'ai choisi, après m'être battue pendant 2 ans avec Mona, je vais vous expliquer pourquoi, de présenter le récit musical de l'esclavage et du colonialisme dans l'imaginaire d'Eugène Mona. J'ai envoyé ma contribution, enfin ma proposition de contribution, et 1 mois après, on m'a dit « c'est bon, c'est accepté ». Et là, j'ai commencé à gratter ma tête, parce que j'ai dit « c'est bon, comment je fais maintenant? Comment je vais présenter les choses ?» Parce qu'on a 15 minutes. Donc, il faut tenir les délais, il faut que ça soit pertinent, il faut que ça soit intéressant, mais surtout, il faut montrer le travail scientifique derrière. C'est surtout ça, en fait. L'idée, c'est de dire « voilà, je fais ma thèse, je vous présente une partie de ma thèse, et je vous promets, ça vaut le coup. » Donc, c'est pour ça que maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet un peu plus, mais j'avais envie de vous dépeindre un peu ce contexte pour que vous puissiez appréhender la façon dont les choses se sont faites. Le contexte sur lequel je travaille, donc 1950, les années 1956 à 1998, pourquoi j'ai choisi 56? C'est parce qu'en 56, on est dans les premières idées anticolonialistes qui vont se démocratiser. C'est plus l'affaire de certains intellectuels ou de certains penseurs. On est vraiment dans des idées qui vont se paupériser, qui vont, voilà, monsieur et madame tout le monde vont commencer à parler de ces sujets, ce qui n'était pas toujours le cas, d'accord? Ça ne veut pas dire que ce n'était pas du tout le cas. Et on a aussi le premier congrès des écrivains et artistes noirs à la Sorbonne à Paris, qui entérine le fait que ces personnes noires ont une histoire commune et forment une diaspora qui a vécu, c'est là que je vais voir si vous me suivez, qui a vécu l'esclavage, la traite, j'ai dit ça vous a induit en erreur, c'est de ma faute. La traite négrière atlantique, d'accord? C'est là que commence l'esclavage dont on parle, et c'est pour ça que quand on va parler notamment de nos territoires, on va parler d'esclavage colonial, parce que c'est cette traite négrière qui se passe dans un contexte de colonisation. Tous les esclavages n'ont pas eu lieu dans un contexte colonial. Donc, ce contexte des années 50, c'est un contexte où en Martinique et en Guadeloupe, on se questionne sur, finalement, en fait, le problème, ce n'était pas le statut politique. Le problème, ce n'était pas de sortir du fait d'être une colonie, de devenir un département. Le problème, en fait, c'est le colonialisme. Parce que bizarrement, ça vous semble peut-être bizarre aujourd'hui, en 2023, mais à l'époque, je vous le donne en 1000, penser le colonialisme, c'était pas si clair et si évident que ça. Nous, aujourd'hui, on réduit tout à ça. Ça a du bon, ça a du moins bon. Mais en fait, à l'époque, on se rend compte que la départementalisation n'a pas réglé les problèmes, des problèmes dont on était convaincu qu'ils existaient parce qu'on était une colonie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme on est dans ce process-là, et que politiquement, en termes de statut, on ne peut plus aller nulle part, puisqu'on est département depuis une dizaine d'années, on va décoloniser avec la culture. On va utiliser tout ce qui fait culture et on va en faire un outil de décolonisation. C'est ce qu'on peut appeler la décolonisation culturelle. C'est un peu ce que la fabrique fait. Voilà. Coucou. OK? Et donc, en ce faisant, on va décider de se défaire de tout ce qui culturellement est considéré comme assimilé, ce qu'on voit comme assimilé. D'accord?
Par exemple, la biguine. C'est-à-dire que la biguine, c'est un truc d'assimilé, un truc de blanc, un truc voilà, un peu bâtard, là, on ne sait pas trop. Alors que par exemple, le Belay va nous sembler tout de suite plus authentique, plus roots, plus dans notre non. D'accord? Donc en fait, on va opérer, alors quand je dis on, je parle de militants culturels, de militants politiques, qui vont faire des choix stratégiques. Et moi, je ne suis pas là pour les critiquer, ils ont été faits, c'est trop tard. Donc dans tous les cas, même si je ne suis pas d'accord avec, c'est déjà fait. Mais ce n'est pas que je ne suis pas d'accord avec, mais c'est qu'en se faisant, en fait, on fait des choix. Et les choix qu'on va faire, c'est qu'on va orienter les choses sur ce qui va nous paraître africain, avec tout ce que ça peut avoir de fantasmé. Parce que finalement, en fait, ce qui est africain, je pense que si on demande aux Sénégalais, aux Ivoiriens, et même au sein d'un même pays, les différentes ethnies, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qui est l'essence même du continent africain. C'est un continent, il y a plusieurs pays, il y a plusieurs peuples. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous, on est loin. Et on a ce besoin de se réapproprier. Et c'est pas compliqué. On va prendre l'opposé de la figure du vieil-nègre. Vous voyez, c'est quoi bagay vieil-nègre? Cette expression raciste, complètement péjorative, qui, à cette époque-là, est utilisée pour dire « Ah, c'est bagay vieil-nègre. » Genre, ne m'en parle pas. Parce que c'est rustre, c'est sauvage, c'est barbare, et c'est pas assimilé. Eh bien, dans ces années-là, le choix de décolonisation culturelle qu'on va faire, on va prendre cette expression bagay vieil-nègre, au même titre que Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, et un peu avant eux, les sœurs Nardal et consorts, dans le salon de Clamart, on choisit d'utiliser le mot nègre pour le déconstruire, se le réapproprier et en faire un outil de combat et de lutte. Et c'est comme ça que le bagay vieil-nègre va être érigé en « c'est ça la culture authentique ». Et il y a une figure qui incarne ça parfaitement, c'est la figure du nègre marron. Le nègre marron, c'est, voilà, tout est dit, rebelle, qui s'est enfui, avec tout ce que ça peut avoir aussi de fantasmé. D'accord? Donc, ça c'est l'introduction qui était un peu longue, mais j'avais envie que vous compreniez bien. En première partie, pour faire cette présentation, comme je n'avais que 15 minutes pour le congrès, j'ai voulu garder le plus que possible la présentation du congrès. Comme je n'avais que 15 minutes, il fallait aussi que les extraits tiennent dans les 15 minutes, les extraits musicaux. D'accord? Oui, c'était très tendu. La veille, je dépassais de 3 minutes. Mais je ne dépassais que de 45 secondes le jour J. Donc, j'ai choisi 2 chansons d'Eugène Mona, Bois brûlé et Face à face. Pourquoi? Parce que quand j'ai discuté avec Félix Fleury et Pierre-Louis Michalon, que je remercie encore pour leur aide et leur transmission, ils m'ont dit, si tu veux que quelqu'un qui ne connaît pas Mona découvre Mona, tu prends Bois brûlé, tu prends Face à face. Non, il n'y a pas d'erreur dans le titre. Il n'y a pas d'erreur ici, dans l'orthographe, je vais revenir là-dessus. Ok, tout ça pour vous dire que quand j'ai présenté ça aux gens, qui ne sont pas martiniquais, je leur ai expliqué qui était Eugène Mona. Je fais volontairement le choix ce soir de passer un peu dessus, sur la date de naissance, etc. On a d'ailleurs eu tout à l'heure madame, je ne la vois plus, madame la directrice adjointe, voilà, qui nous a fait une brève présentation. Je ne vais pas revenir là-dessus, je pense qu'on est à peu près tous familiers de qui est Eugène Mona. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans son parcours, Eugène Mona, en fait, c'est ce jeune homme qui va d'abord vivre entre Fort-de-France et Saint-Pierre et qui finalement, à un instant T dans sa vie, il s'appelle jusque-là Georges Niléka, il va choisir d'aller vivre au Marigot. Là, on est dans les années 60. Et quand il fait ça dans les années 60, il s'ancre dans sa culture, dans ses racines, dans ce qu'on va appeler la culture des mordes. D'accord? Donc, il va aller vers la nature, avec laquelle il a une très forte connexion. Je reviendrai là-dessus dans quelques secondes. Et en fait, il va embrasser aussi la toutoune bambou, la flûte des mordes. D'accord? Le nom créole de la flûte des mordes, c'est la toutoune bambou, pour celles et ceux qui ne le savaient pas. Il n'y a pas de honte, on est là pour apprendre. Il va embrasser la toutoune bambou
Et en fait, il va développer son art comme ça, en travaillant dans le monde agricole, en faisant des jobs à côté. Mais principalement, il va forger son image d'Eugène Mona, qui n'est pas une sorte de rôle qu'il revêt, qu'il endosse quand il est en public, qui est vraiment sa nature profonde. C'est comme ça il est, c'est comme ça qu'il est. D'accord? Là, j'insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, à travers son image et la façon dont il fonctionne de son vivant, Eugène Mona va incarner cette figure du Negmaro. D'abord, sa posture physique. On est face à un homme noir fluo. D'accord? Quand je dis ça, il n'y a pas de connotation péjorative dans ma bouche, pas du tout. C'est vraiment pour signifier qu'on est sur un bois d'ébène. Voilà, c'est Michel Timon qui a choisi de le surnommer le nègre debout, d'accord, parce qu'il était très grand, carrure imposante, et puis c'est quelqu'un qui est tout le temps pieds nus. Nu-pieds parce qu'il s'ancre dans la terre. Il s'ancre dans le sol à mesure qu'il marche, à mesure qu'il chante, qu'il joue de la flûte, qu'il fonctionne, il s'ancre. Et en s'ancrant, en même temps, la vibration est tellement forte qu'il finit souvent buste nu. Et puis, on a son afro, qui n'est pas un afro comme on peut voir à l'époque à la Jackson 5, avec la boule bien coiffée, ça ressemble à une perruque. D'accord? On est vraiment dans l'afro, tu sors de la rivière, tu as pris un bain de rivière et tu laisses les cheveux sécher comme ça. On a une barbe qui n'est pas taillée de près, on n'a pas de contour, hein, messieurs? On n'a pas de contour. Et la barbe, elle n'est pas hipster, ok? Et donc, dans sa représentation physique, Eugène Mona, en fait, incarne cette figure du Negmaro parce qu'il fait marginal. Quand il a un haut sur lui, généralement, c'est une espèce de boubou, d'accord, qui est en tissu avec la carte de la Martinique ou Martinique île aux fleurs. On n'est pas dans des motifs africains, la plupart du temps. On est vraiment dans des motifs qui vont représenter la faune et la flore martiniquaise. Donc, si il n'y a pas écrit Martinique, on a par exemple un hibiscus avec un colibri. Vous voyez un peu de quel motif je parle, ça fait les nappes de nos mamies. C'était pas une critique, mais c'est que tout le monde a vu, n'est-ce pas? Ok, super. Donc, il y a cette posture physique, mais au-delà de ça, dans sa musique, il y a l'orchestration. Il va volontairement choisir d'avoir son groupe, qui s'appelle le groupe folklorique. Je n'ai pas le temps de développer cet aspect-là, mais c'est hyper intéressant, parce qu'aujourd'hui, on n'aime pas trop le mot folklore, et de se dire que Eugène Mona et son folklore, c'est assez sympa, mais je reviendrai. Voilà. On a des instruments, et surtout, là où il y a une grosse innovation, c'est l'association de plusieurs tambours. Ça ne se faisait pas forcément. Quand Eugène Mona se produit sur scène, ce n'est pas une soirée Bel-Air. Donc, on a tambour d'Ibas, on a le tambour Bel-Air, on a tous ces instruments qui sont mélangés avec une forte présence de tout ce qui va être rythmique, effectivement, donc les tambours, la flûte des morts, l'accordéon, bref, on a un son qu'on ne voit plus trop en Martinique, et c'est dommage, mais qui ressemble un peu au cheval-bois, pour ceux qui voient à peu près, j'essaie de vous donner des images, qui ressemble un peu au cheval-bois, avec vraiment un côté très roots, très... voilà. Ok? C'est dommage d'ailleurs. Non, nous c'est pas brûler, chez nous pas différent. Bon Dieu fait nous pour ça, il gaba nous des dos blancs. Au petit c'est pas brûler, il tenait un dos blanc. Lui a sauté pas brûler, il tenait un dos blanc. On écrit Bois Brûlé comme ça, et pas avec l'orthographe créole, parce qu'en fait, Bois Brûlé, c'est le surnom de monsieur Julien Brédas. Julien Brédas, c'est un ouvrier agricole de la canne à sucre qui travaillait au Marigot, que Mona croisait souvent et qu'il surnommait Bois Brûlé. Et notamment, il le surnommait Bois Brûlé parce qu'en fait,
Bois Brûlé lui racontait comment, quand on mettait le feu à la canne avant de la récolter, les ouvriers et ouvrières agricoles qui travaillaient dans les champs de canne ressortaient couverts de cendres. Et donc ils étaient tout noirs. Mais ce qui est très intéressant avec Mona, comme à chaque fois dans ses chansons, c'est qu'on a plusieurs niveaux de compréhension. D'abord, l'hommage à Monsieur Bredas, d'accord ? Ensuite, le fait que Bois Brûlé symbolise aussi la canne qui a brûlé, mais les corps de ces personnes noires qui sont brûlées par le travail de la canne, vous voyez un peu, voilà. Et là, on a ce premier extrait que j'ai choisi. Bon Dieu fait moins pour ça, il bat moi en bois brûlé, il bat moi en pile sang et moi bien résistant d'après les exploitants. Quand Mona parle de cet ouvrier ou de cette ouvrière qui est considéré comme un bon ou une bonne travailleuse par l'exploitant, par l'oppresseur, il décrit la situation de 73. D'accord ? Mais on va un peu plus loin. Extrait suivant. Bon Dieu fait moins pour ça. Il bat moins en bras brûlé. Il bat moins en pile sang et m'en bien résistant après les exploitants. Oh, m'en pas belle, il pas belle, compagne-moi. On est dans quelque chose de très profond, puisque c'est quelqu'un de très spirituel. Sa pratique religieuse au départ est très ancrée dans le catholicisme, même si elle va évoluer, enfin au départ, toute sa vie en fait, est très ancrée dans le catholicisme, même si elle va être traversée par des pratiques hindoues ou rastafari à un moment donné, mais en fait, ça reste vraiment son socle. Ce qui fait qu'en fait, dans son approche de la vie, il va toujours parler de la souffrance et du fait qu'on va transcender la souffrance et qu'on sera dans quelque chose de meilleur. C'est pourquoi, quand il dit « Ibanou des noms blancs », etc. et tout, on est vraiment dans un rapport qui n'est pas... Comment dire ça ? Je vais vous dire les choses bien. On est dans un rapport qui est, voilà, il y a eu l'esclavage, il y a eu, et c'est là où on voit l'influence de cette histoire qu'il a appris, parce que Mona, en rencontrant Madame Renard, qui s'occupait du groupe folklorique du Marigot, il a appris sur l'histoire de l'esclavage. Et en apprenant sur l'histoire de l'esclavage, il est capable de faire le parallèle et le pendant entre la situation des personnes en 1973 et le fait que cette situation soit héritière de la société esclavagiste et coloniale. D'accord ? D'où le fait que ça soit quelqu'un qui va présenter les choses de façon dichotomique, puisqu'on a les exploitants et les exploités, mais en même temps avec toujours des liens et l'humanité qui est au centre. Et c'est hyper important, ça. Mais si ce n'est pas très clair, il y aura une partie questions, donc vous pourrez poser vos questions. Moi, j'ai choisi cet extrait-là. Ça, je peux vous le dire, on est entre nous. Je ne l'ai pas dit le jour de la présentation lors du congrès, mais j'ai choisi cet extrait-là parce qu'en fait, je veux faire mentir au jeune Mona maintenant, quand il parle des archives. Parce que dans cette phrase, on a beaucoup de résignation, en fait. Et moi, qu'attendre, et ça, l'histoire qui était nous vieux frère dans les archives, c'est vrai qu'à cette époque, on se demande. Mais aujourd'hui, entre-temps, il y a un travail qui a été fait. Et moi qui arrive, petite valérienne, en 2023, j'ai envie de dire « Il y a vos œuvres maintenant dans les archives !» Voilà, d'où le fait que c'est volontairement pour ça que j'ai choisi cet extrait. Je crois que je vous ai tout dit. Ah non, je n'ai pas tout dit. Mona est un passionné de musique, et notamment de blues et de negro spiritual. Et Louis Armstrong et Otis Redding sont des artistes qui l'écoutent. Et c'est là où on voit son sens de la compréhension du monde qui l'entoure, parce qu'en fait, ce que les congrès, ce que les écrivains et artistes noirs font en 1956 lors du premier congrès, lui, il le fait dans sa chanson en disant « Nous toutes, nous, c'est bois brûlé ». Otis était un bois brûlé, Armstrong était un bois brûlé. À la fin de la chanson, il dit « Martin Luther King, t'es bois brûlé ». Voilà. Et donc, que tous ces hommes noirs et ces femmes, moi je rajoute, sont issus de cette histoire qui a fait des corps des personnes noires des bois brûlés. Ok ?
Ça va pour tout le monde? Je vous montre quand même la pochette. Voilà. Donc, spécial folklore. Mais il faudra que je revienne vous parler de folklore. On est trop dur avec ce mot-là. Mais je comprends pourquoi. Ce qui est très intéressant avec la figure d'Eugène Mona, c'est que finalement, dans son vivant, il va rencontrer un vrai succès. Ceux qui vous disent que Mona, que les gens n'allaient pas voir Mona, il y a des gens qui n'allaient pas voir Mona, parce qu'ils considéraient que c'était un vieux nègre. Ça, c'est vrai. Mais Mona remplissait toutes ses salles de concert. Toutes. À guichet fermé. Que ce soit avec des personnes qui étaient complètement fans, ou des personnes qui allaient pour pouvoir mieux critiquer après. Mais les salles étaient toujours complètes. Et ça, j'insiste là-dessus parce qu'il y a un peu avec le temps, on dit un peu oui, il n'était pas aimé de son vivant. C'est plus compliqué que ça. Il représentait un certain nombre de choses de son vivant. Dans ses discours, quand je dis ses discours, dans ce qu'il va expliquer de son travail, de son œuvre dans les interviews, que ce soit la presse écrite, que ce soit dans le monde audiovisuel, oui, tout le monde ne va pas capter. On ne va pas comprendre, on va le trouver un peu foufou, un peu, mon Dieu, il est un peu péoché, ou qu'est-ce qu'il raconte, voilà. Mais pour le coup, Mona est un artiste qui, quand il se produit, les gens viennent le voir. La preuve, c'est qu'il reste absent pendant 7 ans. Quand il revient en 90, au bout de 7 ans, il remplit toutes les salles de concert. D'accord? C'est très important. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le 21 septembre 1991, il décède brutalement. On est un samedi. Dans ce week-end, la statue de Joséphine de Beauharnais, qui est située sur la Savane, est déboulonnée. Je pense qu'il n'y a pas de rapport entre la mort directe, en tout cas, entre la mort d'Eugène Mona et le déboulonnage de cette statue, ou en tout cas la décapitation de cette statue. Cependant, la date, elle, est le lien entre les deux, puisque aujourd'hui, c'est l'anniversaire du début de l'insurrection du Sud. Je rappelle que grâce à un travail de source et de terrain, Zaka Toto, qui est arrivé il n'y a pas longtemps, parce qu'il travaillait, et moi, nous avons produit un article qui s'appelle « L'Enville cannibale » et qui parle justement de la décapitation de Joséphine, qui aurait été faite par ce groupe appelé Yish Telga. Telga est le nom de l'un des insurgés de l'insurrection du Sud. Donc le week-end du 21-22 septembre, décapitation de Joséphine de Beauharnais, ça colle tout à fait avec l'anniversaire de l'insurrection du Sud. Et il se trouve que Mona meurt le samedi 21. Je ne cherche pas à dire qu'il y a un complot pour tuer Mona le 20, pas du tout. C'est une mort tragique, brutale, mais ça arrive qu'il y ait des morts tragiques et brutales, voilà. Par contre, ce qui est très intéressant, et c'est là où on voit qu'il y a une sorte d'élément déclencheur, ou plutôt révélateur avec son décès brutal, c'est que quand j'ai consulté toutes les archives audiovisuelles qui font des rétrospectives de la vie de Mona, en 91, juste après sa mort, les micro-trottoirs, etc., il y a un sentiment qui habite l'ensemble de la population martiniquaise, ou en tout cas tout ce qui passe à la télé, tout ce qui témoigne à la radio, tout ce qui témoigne dans les journaux, c'est la culpabilité. On n'a pas reconnu le génie de son vivant. On est passé à côté de quelque chose, on l'avait là pendant des années, et on est passé à côté de quelque chose. Pour le coup, c'est pas moi qui le dis, mais je suis d'accord avec. La revue Caribel, qui est une revue en créole, a son numéro de 92, juillet-août. C'est un numéro spécial qui est consacré à Eugène Mona avec plein de témoignages, d'interviews, etc. Et dans cette revue, on a en article d'introduction un court article d'Édouard Glissant que j'ai trouvé très intéressant. Et donc je vais vous lire un extrait, si je le retrouve. Voilà, j'ai trouvé. La mort de Mona nous a conviés à la gravité sacrée de sa musique
enfin évidente sous le plaisir quotidien du rythme, qu'il n'est plus là ni pour improviser ni pour entretenir. L'ombre de Mona est un aussi grand musicien que Mona lui-même. Ça, c'est Édouard Glissant qui le dit. Mais on a un autre article qui est très intéressant, qui est fait par quelqu'un qui s'appelle Kalinago, dont je ne sais pas c'est qui, il n'y a pas, c'est un nom, voilà. Et donc toujours dans cette revue, et c'est Kalinago qui fait le lien entre la date du décès de Mona et la date de l'insurrection du Sud. Et il dit, je cite, « 21 septembre, belle date pour l'homme Djerié Matinique ». Moi, je crois que la mort de Mona et le fait que pendant très longtemps, il incarne ce marginal figure du nègre marron. Alors, il faut savoir que la figure du nègre marron devient vraiment, vraiment à la mode après les événements de Chalvet en 1974. Donc, voilà, donc Mona a déjà commencé sa carrière à ce moment-là, quelques années avant. Mais dans les années 90, et la mort de Mona, ça va finir en fait d'entériner le fait que la figure du nègre marron, c'est le véritable héros martiniquais et guadeloupéen. Bon, Guadeloupe, il y a encore d'autres petites choses à côté. Je ne vais pas rentrer dedans ce soir. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, à travers son vécu, sa musique, à travers sa posture physique, et enfin à travers la date de sa mort et la brutalité de cette dernière, on va passer de Mona, le chanteur qu'on va voir parce que la foule est en transe, parce qu'il est en lévitation lors de ses concerts, qui a un côté magico, mystico-religieux, à Mona, figure sacrée. L'une des chansons les plus reprises en Martinique, c'est Bois brûlé. C'est la chanson la plus reprise de Jeanne Mona. Ceux et celles qui choisissent de reprendre Jeanne Mona, tout le monde les regarde un peu en mode « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Fais attention. On ne touche pas comme ça à l'œuvre du génie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est accentué par le sentiment de culpabilité dont je vous parlais, qui finalement est très bien expliqué par Édouard Glissant en disant vraiment que il était devant nous, on a pris les choses pour acquises, voilà, c'était acquis, il était là, et puis on ne se rendait pas bien compte, et puis maintenant qu'il n'est plus là, on se rend compte de tout la superbe du personnage. C'est le moment où je vous parle de Face à Face, qui est le deuxième titre que j'ai choisi. Vous avez ici la pochette de l'album Blanc Manger. Donc on a Blanc Manger version Blanc Manger, et J.E. sans le C de Blanc. Dans les interviews de Mona, il explique qu'il a appelé cet album Blanc Manger parce que pendant des années, il a donné à manger d'achine, etc. au peuple, et que là, il choisit de lui donner le dessert. Parce que pour lui, c'était bien la fin d'une ère. Il ne savait pas que ce serait une fin, mais il avait quand même ce qui rend le truc un peu plus prémonitoire, etc. Vous avez ici un dessin de Coco René Corail, qu'on reconnaît, et cet album sort en 90. Bien entendu, en 91, après la mort de Jeanne Mona, cet album va se vendre comme pour tous les artistes. Les ventes vont flamber. Au point où on ne va plus le trouver pendant un moment. Je vous laisse écouter les extraits et je reviens là-dessus. Depuis Machigata, Oya, il a fait mal. Ni longtemps que longtemps, et ça va qu'à finir. Passage là difficile, mais pas d'autre manière. Faut couper en fourné, accepter gros d'y au monde en entend. La première chose, c'est que ce titre Face à Face finalement est un titre bilan, moi je trouve. Eugène Mona d'abord, c'est comme s'il s'est mis face à lui-même et qu'il fait le point sur sa vie, sur ses choix, son cheminement, ses œuvres, ce qu'il a raconté, ce qu'il aurait voulu faire, ce qu'il n'a pas voulu faire. Donc, comme d'habitude, on a plusieurs échelles de compréhension. Il y a d'abord l'échelle personnelle, à un niveau, voilà, lui avec lui-même. Ensuite, il y a lui avec ceux qui l'écoutent, ceux et celles qui l'écoutent, mais d'abord les Martiniquais et les Martiniquaises.
et il y a lui face au monde. Et en fait, Eugène Mona va faire quelque chose pour moi qui n'a pas été fait, je n'ai pas le sentiment que ça a été fait par qui que ce soit d'autre. Je trouve qu'avec Face à Face, Mona nous livre sa définition du colonialisme et de l'horribilité de la chose, et sans jamais mentionner le mot colonialisme. Et là où il le fait avec brio, c'est qu'il ne le fait pas à la manière de Fanon et de Césaire, où on a... très bien, attention, voilà, moi je travaille sur la musique, voilà. Où on a des envolées littéraires extraordinaires pour nous expliquer cette blessure indicible au monde qui est le crime colonial qui vient, le colon qui se sert, qui exploite, etc. Mona, lui, il le fait en parlant à monsieur et à madame tout le monde, dans son créole, en faisant une musique qui est cataloguée comme une musique des morts, mais qui pour moi est une musique martiniquaise, parce que Mona, il fait autant de la biguine que du belay, que de la valse, que du quadrille, que du foxtrot, du slow fox, pardon, que du blues. Donc c'est, voilà. Il fait d'abord de la musique martiniquaise, sans chercher à créer de hiérarchie. Il utilise ce qui lui plaît au moment où ça lui plaît. Et en fait, voilà. Il nous livre sa vision de ce qu'est le colonialisme et du fait que finalement, en fait, sa vie ressemble aussi à ça. Dans le bilan qu'il fait de sa vie, du fait qu'il ait été aimé et en même temps mal aimé, qu'on n'ait pas su l'entendre, qu'on n'ait pas su comprendre, voilà. Et le fait que, ben voilà, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les gros modans, ils ont exploité nous, ils ont chanté la vie, mais qu'il n'y en l'est, gros modans qui payent. Et il y a aussi ils ont souffert. Et c'est là où on voit vraiment le côté christique de Mona, si je puis dire, puisqu'en fait, et c'est Maxilla qui répond aux questions d'un journaliste de la revue Caribel, donc vous voyez les sources, hein, comment on fait le... Voilà. Et dans cette interview, Maxilla explique que pour lui, le « ça qui savent, savent, ça qui pas savent, pas savent » a un côté un peu Jésus quand il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Vous voyez, un côté un peu mystique, prophétique, où il dit un certain nombre de choses et toi tu vas entendre les choses aujourd'hui, tu ne vas pas comprendre, mais il y a un moment donné où quelque chose va se passer et paf, tu vas comprendre. Et donc c'est un peu ce qu'il nous dit là. Et donc à la fois il parle de navires de guerre, de sous-marins qui lancent des missiles, et donc c'est là où on a le côté, on est en pleine guerre du Golfe. C'est aussi pour ça que dans cette chanson il interpelle Saddam Hussein et Bush père, d'accord, George Bush premier, enfin père, le papa de celui des attentats du 11 septembre pour les plus jeunes. Voilà. Voilà. Et donc, il les interpelle, j'ai pas mis l'extrait, mais quand il parle justement de ces missiles et de ces gros bâtiments, etc., c'est la guerre qui est en cours, mais en même temps, lui, il parle d'une blessure qui n'est pas une blessure physique, qui est cette blessure indicible qui est faite à l'humanité quand il y a la guerre, qui est faite à ceux qui sont dominés, à ceux qui sont exploités, à ceux qui vivent sous le joug de ceux qui dominent et qui détruisent, qui s'approprient, etc., etc. Et c'est là où c'est hyper intéressant, cette chanson et ce texte, que je vous conseille d'écouter encore et encore et encore et encore, parce qu'à chaque fois, il nous livre des choses. C'est tout son génie, en fait, de pouvoir utiliser le créole comme ça, en le tournant et en lui faisant dire plein de choses. Parce que je pense qu'on peut tous plus ou moins écrire en créole ici. Maintenant, on n'a pas tous le talent de le rendre aussi poétique et de lui faire dire autant de choses. Ben c'est fini. Ben on est bon, on n'a pas trop traîné. C'est bien. Non, voilà. Alors, je vous ai déjà parlé de ça. Ce qui est très intéressant, en fait, avec tout ça, tout ce que je vous ai montré, déjà, je vous ai montré comment j'analyse la musique, le texte, comment je mets en contexte par rapport à la vie de l'artiste, mais aussi comment j'utilise les sources
traditionnelles, comme par exemple la presse écrite, ici la revue Caribel, pour pouvoir analyser et comprendre justement ces textes. Quand je parle de l'imaginaire d'Eugène Monat a appris, a découvert ce qu'était l'esclavage, ce qu'était le racisme, et en fait, il nous livre sa vision de ça à travers sa musique. C'est pour ça que je parle d'imaginaire, parce que finalement, ce n'est pas un travail académique, ce n'est pas un historien qui est venu vous dire, bon, selon les sources, il s'est passé ça, comme ça, etc. Non, lui, il montre comment la Martinique qu'il connaît, la Martinique qu'il côtoie, au moment où il la côtoie, au moment où il évolue en son sein, est une Martinique qui hérite, qui est une Martinique, une société post-esclavagiste et post-coloniale. Et ce que ça veut dire, et ce que ça fait à cette Martinique. Et comment il faut en prendre conscience, et ce qu'il dit à chaque fois, pratiquement dans toutes ses chansons, comment il faut embrasser la souffrance pour pouvoir la transcender, parce qu'après la souffrance viennent des lendemains meilleurs. C'est pour ça que je faisais cette comparaison, notamment à cause de Maxilla, ou grâce à Maxilla, mais en fait, il y a cette idée à travers la figure du Christ qu'il est mort sur la croix, en fait, et qu'il rachète, qu'il vient sauver, c'est une rédemption. Voilà. Tout ça montre aussi comment on se sert de cette compréhension qu'il a eue de cette société pour nous, aujourd'hui, faire référence à l'esclavage. Il n'y a pas une commémoration autour de la question de l'esclavage où il n'y a pas un morceau d'Eugène Monat qui est joué. Quand je dis que je travaille sur les chansons qui parlent d'esclavage, généralement on me dit « tu n'as pas oublié Monat ». Comme si c'est sûr et certain que là, je vais trouver. Et pourtant, ce n'est pas l'artiste de mon corpus, ce n'est pas l'artiste qui a fait le plus d'œuvres qui font référence à l'esclavage. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais de par sa posture, comme je vous l'ai expliqué, à lui seul, en fait, il forme ce que deux collègues historiennes appellent le mémorial musical. C'est ces musiques qui permettent de commémorer, de mettre en exergue les mémoires, de les rendre visibles, de les rendre audibles, et de choisir ce qu'on garde dedans et ce qu'on transmet. Et ça, c'est hyper important. Enfin, la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, cette figure sacrée d'Eugène Monat, c'est aussi figé. Quand je dis figé, il y a une sorte de... Si on fait une photographie des déboulonnages de 2020, on voit comment, en fait, Monat est devenu une sorte d'esprit qu'on invoque pour militer, pour dire des choses. Et par exemple, quand on prend les vidéos des déboulonnages de 2020, on a Râler, râler, la chanson de Monat, qui est utilisée, qui parle de la Seine, donc du poisson, de la pêche, et qui est là utilisée pour parler de Râler, râler, la statue. Et finalement, c'est hyper intéressant de voir comment une chanson qui n'est pas faite pour ça, mais parce que cette figure incarne tous ces éléments, n'importe laquelle de ces chansons, entre guillemets, sans mépris aucun, on s'entend, mais n'importe laquelle de ces œuvres peut être utilisée parce que tout de suite, tout le monde va comprendre de quoi il s'agit. Et donc, comme disait Édouard Glissant, l'ombre de Monat est un aussi grand musicien que Monat lui-même. Merci beaucoup.